veux remercier chaleureusement Pierre Barbancé d'avoir répondu positivement à notre invitation. Ça nous fait un très grand plaisir, moi en particulier. La première fois que j'ai vu Pierre, c'était il y a un peu plus de 20 ans à Nanterre, lors d'une conférence. Alors, grand reporter à l'humanité, lauréat du prix Bayeux des correspondants de guerre en 2002 pour la presse écrite, Pierre Barbancé a couvert la Seconde Guerre du Golfe, la guerre en Afghanistan, au Liban, le conflit israélo-palestinien, on parle de conflit mais bon, l'occupation, la colonisation et plus généralement la situation au Moyen-Orient. Il a également effectué, et c'est moins connu, de nombreux reportages en Afrique, notamment en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Angola. Alors, on le connaît surtout à travers ses très nombreux reportages effectués dans le territoire palestinien occupé. Dernièrement, il a également été en Syrie après la chute de Bachar el-Assad. Ce soir, la conférence a pour thème Moyen-Orient, Palestine, à quand l'autodétermination des peuples, à qui profite le chaos? Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là ce soir. Merci à France Palestine Solidarité 34 et à Rencontre Marx pour cette invitation. Je pense qu'elle est particulièrement importante dans cette période, puisque Robert vient de le rappeler. On vient de passer 15 mois d'un génocide dans la bande de Gaza. Je pense que la situation montre bien que la question palestinienne est centrale dans ce qui se passe dans cette région du monde. Je veux rappeler que nous, en France, en français, on parle du Proche-Orient et du Moyen-Orient, mais que, et c'est intéressant de le remarquer, qu'en anglais, on parle simplement du Middle East, on parle simplement du Moyen-Orient. Comme quoi c'est un tout. Et tous les derniers développements dans la région montrent bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même complètement liées. Je pense que ce qui est beaucoup plus intéressant peut-être, c'est évidemment de rappeler un certain nombre de choses, mais d'essayer d'analyser, de comprendre ce qui est en train de se passer, comment c'est arrivé, et vers quoi tout ça peut mener. Il y a différents, évidemment, scénarios possibles. Donc, le peuple palestinien de Gaza sort de 15 mois, je viens de dire, de génocide, et pour nous en France, de combat de soutien au peuple palestinien, non sans mal. On a vu après le 7 octobre 2023, sur lequel on peut dire des choses. C'est-à-dire qu'on peut comprendre l'effroi et l'émotion qu'ont pu ressentir les gens en France, quand ils ont vu les images d'une attaque orchestrée par des organisations palestiniennes en territoire israélien, avec, on voyait des civils emmenés, etc. Mais en fait, très vite, la machine s'est emballée. C'est-à-dire qu'à partir de l'émoi réel, on a complètement brouillé les cartes. On a voulu imposer en France, via les grands médias, via les médias dominants, et c'est aussi pour ça que je vous remercie d'être ici, parce que les chaînes de télévision et les chaînes de radio ne m'invitent jamais. D'abord, vous vous en souvenez très certainement, il a été impossible d'être sur les plateaux pour ceux qui voulaient essayer de parler un peu autrement, sans avoir répondu à la question « Est-ce que vous condamnez le Hamas ?» avec la façon de dire Hamas qui était à l'israélienne, ce que je comprends pour des Israéliens, ce que je comprends moins pour des journalistes français. Et puis surtout de vouloir faire croire que tout avait commencé le 7 octobre 2023. Alors certes, le 7 octobre 2023, on peut le dire aujourd'hui, représente quelque chose d'important et un tournant majeur. De là à dire que tout a commencé le 7 octobre 2023, je ne pense pas que ce soit à vous que je vais l'apprendre. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi le 7 octobre peut se produire. D'abord, il faut rappeler le combat du peuple palestinien contre l'occupation. Si on ne part pas de ce paramètre premier qui est l'occupation, on ne peut évidemment pas comprendre du tout ce qui s'est passé, et on ne va pas comprendre ce qui va se passer maintenant. Même ce qui est en train de se passer, c'est en ce moment même. Donc cette occupation-là, puisqu'on parle de 1967, mais évidemment, je sais que certains disent
1948 et de la création de l'État d'Israël, le partage de l'ONU en 1947 qui a divisé la Palestine historique en deux États, et qu'aujourd'hui il n'y a qu'un seul État qui existe, c'est celui d'Israël, mais qui était un partage profondément injuste au départ. Il était d'abord injuste parce que la population minoritaire héritait de la majorité du territoire, plus de la majorité du territoire. Il était aussi injuste parce que la deuxième proposition, qui est en réalité qui était mise devant les membres de l'ONU, qui était un seul État pour les deux peuples, n'a jamais été mis aux voix. Bon, on ne va pas en faire l'histoire, mais c'est quand même intéressant et important de le savoir. Mais après 1948, Israël a très vite débordé les territoires qui lui avaient été octroyés par l'ONU. À ce moment-là de l'histoire, on a parlé des Palestiniens comme étant un problème relevant des réfugiés. Donc a été créé ce qu'on appelait l'UNRWA, c'est-à-dire l'organisme des Nations Unies en charge des réfugiés palestiniens. Il aura fallu attendre des années 60 pour que la considération du peuple palestinien ne soit pas simplement des pauvres gens qui sont sous les tentes et qui seraient simplement des réfugiés, donc un problème humanitaire en quelque sorte, pour qu'une nouvelle organisation de libération de la Palestine, je vais un peu vite parce qu'on ne va pas faire un cours d'histoire, mais qu'une nouvelle organisation de libération de la Palestine, sous la houlette de Yasser Arafat, Abu Ammar, montre que la question du peuple palestinien n'est pas une question humanitaire, mais la question du droit à l'autodétermination d'un peuple. Et cette idée-là du droit d'un peuple à l'autodétermination, elle est centrale, elle est restée centrale, même si certains voulaient le faire oublier, et elle revient sur le devant de la scène politique moyen-orientale et mondiale aujourd'hui. Le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et la lutte qui a été menée a pris différentes formes dans l'histoire. Ça a été notamment au départ une lutte armée. J'ai fait partie des gens même qui ont salué ces accords d'Oslo qui étaient présentés comme une possibilité d'avancer pour le peuple palestinien, puisqu'était prévu à terme la création d'un État de Palestine dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Il y a eu 2 ou 3 pièges majeurs en réalité dans ces accords d'Oslo, et c'est aussi ça la situation de ces dernières années. La première, c'est la mise en place de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne a pris la place de l'OLP. Mais l'OLP, c'est un mouvement de libération. L'autorité palestinienne, c'est une entité politico-administrative, dont l'agenda n'est pas du tout le même qu'un mouvement de libération nationale. Et le financement encore moins. Donc déjà, il y a eu un premier délitement avec ça. Deuxième piège, alors que les Palestiniens ont quand même accepté en signant les accords d'Oslo de ne plus revendiquer même pas la part qui leur avait été donnée par le partage de l'ONU en 1947, ne revendiquaient plus que 22% de cette Palestine historique. Et pourtant, ce n'était pas suffisant pour l'occupant israélien. Et là, ça a été, je pense, un des pièges majeurs, peut-être aussi parce que les délégations palestiniennes à l'époque n'étaient pas assez préparées, notamment des géographes palestiniens aujourd'hui disent des délégations palestiniennes sont arrivées aux négociations sans les cartes du territoire. Et les discussions se sont faites avec les cartes amenées par les Israéliens. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que les accords d'Oslo, et c'est toujours en vigueur aujourd'hui, prévoyaient ou prévoient toujours une division de la Cisjordanie en 3 zones. La zone A, qui est sous administration civile et sécuritaire palestinienne. Ça concerne les grandes villes de Cisjordanie. Zone B, les villages alentours, contrôle civil administratif palestinien, contrôle sécuritaire
israélien. Zone C, totalement sous contrôle israélien, que ce soit l'administration civile ou la sécurité. Cette zone C concerne 65% de la Cisjordanie. Donc déjà, le ver était déjà dans le feu. Gaza était coupé quasiment en 3 parties, la bande de Gaza en 3 parties, avec un essaimage de colonies dont on retrouve encore les traces aujourd'hui, notamment au niveau de ce qu'on appelle le corridor de Netzarim, et donc ce corridor de Netzarim qui est relié directement à Israël. Donc en réalité, les Palestiniens ne maîtrisaient absolument pas ce qui allait se passer par la suite. D'autant plus que les accords d'Oslo n'ont pas prévu de mécanisme de mise en œuvre et de surveillance de la mise en place de ces accords. Très vite, les Palestiniens ont déchanté en réalité, alors que l'installation de l'autorité palestinienne avec Yasser Arafat avait été vécue comme un grand moment pour le peuple palestinien. Très vite, les Palestiniens se sont aperçus que leur vie, non seulement ne s'était pas améliorée, mais ça devenait pire qu'avant. Et donc, la colère a commencé à monter. Pour ceux qui se sont rendus dans les territoires palestiniens en 95, 96, 97, ont commencé à sentir monter cette colère. Alors, elle n'était pas définie, on ne la voyait pas venir directement dans les villages, mais ça commençait à monter dans les discussions qu'on pouvait avoir. Et lorsqu'en 2000, en septembre 2000, Ariel Sharon a fait son ultime provocation sur l'esplanade des mosquées, entouré de centaines de policiers et de militaires israéliens, qui a provoqué la colère des Palestiniens, la deuxième intifada, qu'on a appelée l'intifada Al-Aqsa, à cause de la pénétration de Sharon sur l'esplanade des mosquées, la deuxième intifada a éclaté. Je pense qu'après coup, on peut voir que cette deuxième intifada montrait déjà que l'Organisation de libération de la Palestine ne jouait plus son rôle. Et que c'était l'autorité palestinienne à chaque fois qui était confrontée à ça, mais qu'elle-même, encore une fois, étant une entité politico-administrative, n'organisait pas les choses, et n'organisait pas la bataille, n'organisait pas le combat. Ils ont forcé Yasser Arafat à nommer un Premier ministre, sous la volonté américaine. Yasser Arafat avait compris une chose d'un des dangers de la mise en place de l'autorité palestinienne, qui était justement de quelque chose de séparé du mouvement de libération. Et donc il faisait en sorte de réunir le gouvernement de l'autorité palestinienne avec le comité central de l'Organisation de libération de la Palestine. Ça, c'était trop pour les Israéliens. Donc les Américains ont imposé le fait qu'il y ait un Premier ministre et ont empêché qu'il y ait ce type de réunion de l'autorité palestinienne qui répondait à l'OLP. Les Israéliens se sont occupés de la partie empêcher les membres du comité central de l'OLP de se déplacer, et l'autorité palestinienne est en fait devenue une espèce d'entité totalement indépendante, avec Yasser Arafat en plus isolé politiquement, et encore une fois avec Mahmoud Abbas qui est devenu Premier ministre, et un ministre des Finances qui a été imposé, qui s'appelle toujours d'ailleurs Salam Fayyad, qui était un Palestinien qui travaillait à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Quand en 2002, les Israéliens ont envahi de nouveau, physiquement et militairement, la Cisjordanie, la première chose qu'ils ont faite, c'était d'encercler Yasser Arafat dans son quartier général, la Moukata de Ramallah, et donc d'empêcher Yasser Arafat de se déplacer et d'isoler totalement. Et moi, je vais vous donner une anecdote. En 2002, avril 2002, je me trouvais à Ramallah. Yasser Arafat était encerclé et j'ai appelé Mahmoud Abbas, qui était à l'époque le numéro 2 de l'OLP. Mahmoud Abbas était chez lui à Ramallah. Il n'y avait pas une seule jeep israélienne devant chez lui.
Je l'ai eu au téléphone, je lui ai demandé de faire une déclaration pour la presse internationale. Il a refusé. Donc là, je me suis dit qu'il y avait quand même un gros problème pour l'OLP et pour le mouvement national palestinien. Quand Yasser Arafat a été encerclé en 2002, vous vous en souvenez, il n'en est sorti qu'en 2004, en novembre 2004. Il est venu mourir à Paris. On ne sait toujours pas de quoi il est mort. Donc beaucoup de Palestiniens, y compris des dirigeants palestiniens honnêtes, pensent qu'il a été assassiné. Je le pense également. Et tout de suite après a été organisée une élection présidentielle en 2005. À ce moment-là, le Hamas, qui ne fait pas partie de l'Organisation de libération de la Palestine, de l'OLP, a dit « Nous ne nous présentons pas à l'élection présidentielle parce que cette élection est organisée dans le cadre des accords d'Oslo que nous ne reconnaissons pas, donc on ne participe pas. » Bon, ça paraît logique. Donc Mahmoud Abbas est élu, le candidat, le deuxième, fait 20%, c'est Moustapha Barghouti, ancien responsable du Parti communiste palestinien, fait 20%. Et l'année d'après, en 2006, sont organisées des élections législatives. Là, à ces élections législatives, contre toute attente, le Hamas décide de participer. Alors que ces élections législatives sont aussi organisées dans le même cadre que les accords d'Oslo. Bon, il y a déjà une contradiction un peu qui est une fausse contradiction d'ailleurs, mais une contradiction dans l'attitude du Hamas. Mais la corruption rampante, même plus rampante d'ailleurs, qui existait au sein de l'autorité palestinienne. La colère des Palestiniens sur le fait que les accords d'Oslo n'ont rien amené et de voir comment cette autorité palestinienne se comportait et n'amenait pas un véritable combat par rapport à l'occupation, par rapport à la colonisation qui grandissait tout le temps, a fait monter une colère d'autant plus que le Conseil national, le Conseil législatif palestinien, c'est-à-dire le Parlement palestinien, est élu à moitié sur une liste proportionnelle, nationale, et la moitié par circonscription, un peu comme chez nous. Sur le national, le Fatah, donc la plus grande organisation palestinienne, celle de Yasser Arafat et de Mahmoud Abbas, a fait jeu égal avec le Hamas. Mais sur les circonscriptions, le Hamas a remporté les élections beaucoup plus que le Fatah. Parce que les gens ont sanctionné la corruption et le fait que les cadres du Fatah ne faisaient rien. Donc le Hamas gagne les élections, d'autant plus que dans la région, depuis plusieurs années, l'islam politique montait, d'autant plus que les forces progressistes palestiniennes étaient affaiblies dans le monde, comme dans le monde entier d'ailleurs, y compris en Europe, on le sait malheureusement. Les moyens d'existence en tant que parti politique ou en tant qu'organisation, moyens financiers je veux dire, étaient beaucoup plus compliqués, notamment parce qu'avec la disparition des pays socialistes. Mais les organisations se réclamant de l'islam politique, comme le Hamas ou comme le djihad islamique, ont bénéficié, eux, toujours, de subventions des pays, notamment des pétromonarchies du Golfe, de la Turquie et d'autres pays. Le Hamas gagne les élections. Et dès 2007, un combat se passe dans la bande de Gaza entre les hommes de ce qu'on appelle la sécurité préventive. C'est aussi quelque chose qui avait été mis en place pendant le cadre des accords d'Oslo. Il y avait une sécurité préventive à Gaza, c'est-à-dire une sécurité palestinienne qui avait des accords avec l'armée israélienne pour discuter des problématiques, pour passer de Gaza ailleurs, etc., etc., et une sécurité préventive en Cisjordanie. La sécurité préventive de Gaza et le Hamas se sont affrontés, et le Hamas a remporté le combat. Donc à partir de ce moment-là, s'est installée une division entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, ce qui faisait les affaires d'Israël, qui immédiatement a imposé un blocus à la bande de Gaza, sous prétexte que le Hamas est une organisation terroriste, etc., etc., en oubliant que pendant la première intifada, dans les années 80, le Hamas a quand même été, et, si ce n'est aidé directement, en tout cas, son combat a été facilité, Israël pensant à ce moment-là qu'il pouvait jouer la carte du Hamas contre le Fatah et contre l'OLP. Et donc ce blocus s'est installé.
Et ce blocus qui a été mis en place en 2007, c'est un véritable blocus. C'est-à-dire que tout dépendait d'Israël pour l'entrée ou pour la sortie de matériel, comme des êtres humains. 16 ans de blocus. Moi, pour être allé souvent dans la bande de Gaza, je peux vous dire que le blocus, ça fait mal aux gens, ça fait mal au peuple, ça fait mal aux Palestiniens. Je ne sais pas ce qu'il en est des dirigeants du Hamas, mais je sais qui a souffert et qui souffre. C'est le peuple palestinien qui souffre. Et aucun espoir ne revenait. Moi, j'ai vu des amis à moi, palestiniens, qui sont devenus des amis à force d'y aller, de faire des reportages, de rendre sur place. J'ai vu des amis devenir plus religieux qu'auparavant. J'ai vu des gens désespérés. J'ai vu des gens dire qu'Israël revienne, au moins on retrouvera quelque chose. Et puis j'ai vu aussi, ça c'est la grande majorité, des gens qui disent non, vous oubliez quoi, la guerre en 2014, ils ont oublié la guerre en 2018, ils ont oublié la guerre en 2012, ils ont oublié la guerre en 2008-2009, ils ont oublié toutes les guerres qui ont été menées dans la bande de Gaza que j'ai vues, que j'ai couvertes, où j'étais avec les Palestiniens. Les Palestiniens n'oublient pas ça. J'ai même vécu des périodes de petits affrontements entre la bande de Gaza et Israël, où les Palestiniens ne voulaient pas que le Hamas ou d'autres organisations continuent à envoyer des roquettes, parce que les médias font exprès de ne pas faire de différence entre les missiles et les roquettes. Donc les roquettes, ça n'est pas guidé, c'est un peu comme des espèces de fusées de gosses, mais bon, là, un peu plus fortes, mais qui ne sont pas dirigées. Je veux dire, je balance une roquette, je ne sais pas où elle va tomber. Un missile, c'est quelque chose qui est guidé. Alors évidemment que le Hamas a aujourd'hui des missiles, au départ, de toute manière, il n'y avait pas de missiles. Mais j'ai vécu des périodes où les Palestiniens savaient qu'en balançant des roquettes, le retour, c'est d'être des bombardements intensifs israéliens, où ils ont protesté et le Hamas et d'autres organisations ont arrêté. Mais j'ai vécu aussi d'autres périodes, comme en 2014 par exemple, les gens disaient, mais quitte à mourir, autant qu'on meure dans la dignité. Et donc ils étaient pour continuer à envoyer des roquettes, voire quelques missiles, et prêts à se battre. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que de vivre de 17 ans sous blocus? Ça veut dire qu'un gamin qui est né en 2007, il n'a vécu que ça. Ça veut dire qu'un gars qui a 17 ans aujourd'hui, ses rêves, ils sont toujours explosés sur les murs de l'occupation. Ça veut dire qu'un vieux ou une vieille palestinienne de 85 ans, qui se trouve dans un camp de réfugiés, parce que vous savez que 60% de la population de Gaza, c'est des réfugiés, en fait, des réfugiés de 48. Ceux qui ont 85 ans aujourd'hui, ils se souviennent très certainement qu'en 1948, ils ont fui leur village avec leurs parents, ils étaient gosses à l'époque, et qu'ils sont dans un camp de réfugiés, et que ce camp, maintenant, ça veut dire, en fait, c'est leur cimetière, et qu'ils n'en sortiront pas, et qu'ils ne reverront pas leur village d'origine. Et en Cisjordanie, ceux qui ont cru aux accords d'Oslo à juste titre, et qui sont nés à ce moment-là, d'ailleurs on appelle ça la génération Oslo, eux c'était, on va avoir notre État palestinien, on va pouvoir réaliser nos rêves. Dans les camps de réfugiés, c'est encore pire qu'avant en Cisjordanie, et la population entière de la Cisjordanie ne voit toujours pas le bout du tunnel et ne voit rien venir. C'est dans cette optique-là qu'il faut se mettre pour comprendre ce qui s'est passé en octobre 2023. Quand les barrières de sécurité mises en place par Israël, vous vous rendez compte, c'est comme si on entourait le département de l'Hérault de barrières, et puis il y a des gens derrière qui vous disent non, vous n'avez pas le droit de sortir. C'est nous qui décidons ce que vous pouvez faire ou pas faire. Et pire, mais bon, ça personne ne savait ce jour-là, à 2 km, on organise une rave party. C'est assez... Enfin, moi, je pense que les bras m'en tombent un petit peu. Que les Israéliens, aujourd'hui, ne savent pas ce qui se passe dans la bande de Gaza parce qu'ils ne veulent pas le savoir. Parce que s'ils veulent aller sur les réseaux sociaux, ils peuvent très bien regarder des images qui tournent. Ils ne veulent pas y aller, et c'est ce que me disait dans une interview que nous avons publiée dans l'Humanité
d'un journaliste israélien très courageux du journal Haaretz, Gaiden Levy, qui lui va dans les territoires palestiniens, qui me disait, parce que même moi j'étais étonné, il me disait, les Israéliens ne savent pas ce qui se passe. Je dis, mais Gaiden, comment c'est possible? Avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est possible aujourd'hui. Il me dit, mais les réseaux sociaux ça existe, mais si tu l'ouvres pas, si tu veux pas y aller, tu vas pas le savoir. Et la télévision israélienne ne montre que les images tournées par l'armée israélienne, mais non pas tant à cause d'une censure qui serait opérée par le gouvernement israélien, mais les télévisions, en fait, qui sont aussi très commerciales, se disent que s'ils diffusent des images qui ne plaisent pas aux Israéliens, les gens ne vont pas regarder la chaîne. Donc ça veut dire les publicités, le machin, le truc, etc. Et donc ils ne diffusent pas non plus, et peut-être aussi idéologiquement, ils ne diffusent pas ça. 15 mois, des centaines de milliers de tonnes, dit-on, de bombes qui ont été déversées sur la bande de Gaza, toutes les universités détruites, une bonne partie des écoles détruites, la plupart des infrastructures sanitaires est détruites, les habitations, notamment dans le nord, détruites. Et on a attendu 15 mois pour arriver enfin à un cessez-le-feu qui est très très fragile. D'abord parce qu'il est en 3 phases de 6 semaines chacune, que cette première phase, certes il y a eu des libérations de prisonniers, d'ailleurs vous voyez même sur le vocabulaire utilisé, quand il s'agit d'Israéliens, ce sont des otages. Quand il s'agit de Palestiniens, c'est des prisonniers ou des terroristes. Il est clair que Netanyahou n'en veut pas. Le Premier ministre israélien n'en veut pas. Il a fait sous la pression de Donald Trump. Mais on a vécu, et tous les observateurs, y compris israéliens, le disent, l'accord qui a été signé mercredi dernier, il y a une semaine, est le même qui avait été proposé au mois de mai dernier. Joe Biden a été baladé par Netanyahou. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il n'a eu aucune volonté politique. Parce que quand on dit « Ok, je veux la paix, je veux que ça s'arrête », et qu'en même temps on continue à livrer des armes, on peut s'attendre à ce que ça serve à quelque chose. Donc, Trump a tapé du poing sur la table en disant « Moi, je veux que ça s'arrête ». Donc, lui, il peut présenter ça comme une première avancée grâce à lui, puisque son grand truc, c'est plus de guerre. Mais il dit, mais j'ai reçu les garanties que je pouvais reprendre la guerre. C'est d'autant plus compliqué pour lui qu'évidemment, vous le savez, il a des affaires aux fesses de corruption lui-même, et donc lui veut continuer cette guerre, qu'il a une coalition gouvernementale aussi fragile avec l'extrême droite qui elle aussi veut continuer, et qu'il suffit d'un faux pas aujourd'hui pour qu'Israël prenne le prétexte d'eux. Donc je pense que Netanyahou se sent un peu plus les coups des franches. Mais Amnesty International a très bien montré, et je vous appelle si vous avez le courage de lire tout ça, notamment le chapitre 7 de leur rapport. Si vous voulez dire juste un chapitre, c'est celui-là. Parce qu'il ne s'agit pas de dire il s'est passé ça et donc c'est du génocide. Ce qui pourrait paraître comme quelque chose de très subjectif que les Israéliens pourraient combattre immédiatement. Non, non. Ils ont montré, oui, bien sûr, dans une guerre, il y a des objectifs militaires. Qu'est-ce que dans les objectifs militaires et dans les actions militaires menées très précisément dans la bande de Gaza, qu'est-ce qui relève de l'objectif militaire et qu'est-ce qui dépasse cet objectif militaire et qui relève du génocide? Et cette démonstration d'Amnesty International est implacable. Donc on peut aujourd'hui parler effectivement d'un génocide au sens de la définition de celle de l'ONU, pas celle populaire qui pense que le génocide ça veut dire extermination de tout le monde. Non, il y a des définitions très précises de l'ONU sur le génocide et sur de quelle manière c'est pas l'élimination de tout le monde, mais c'est un certain nombre d'actes qui montrent que c'est une volonté d'anéantir une véritable existence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la bande de Gaza, avant de venir ici, là, tout à l'heure, j'ai appelé un ami à moi dans la bande de Gaza. Ok, ils sont évidemment très contents qu'il y ait le cessez-le-feu. Évidemment, pour la première fois depuis 15 mois, depuis une petite
une petite semaine, même pas, parce que mercredi soir, on a pris la signature de l'accord, mais tout de suite après, Israël a continué à bombarder, et il y a eu plus d'une centaine de Palestiniens qui ont encore été tués dans la bande de Gaza à ce moment-là. Mais bon, pour la première fois en 15 mois, ils se sont dit, je vais me coucher, je vais dormir, et je sais que je ne vais pas être tué cette nuit. C'est quand même complètement fou quand on y pense. C'est des gens qui sont obligés de se dire ça, ou de se rassurer en disant, je vais dormir, je vais me réveiller dans le matin. Je crois qu'on ne réalise pas. Et pour les Israéliens qui ont souffert, parce que certains des leurs étaient retenus captifs dans la bande de Gaza, ce qu'il faut, c'est un règlement réel de la question palestinienne. Les regards sont braqués aujourd'hui sur la bande de Gaza, il y a ce qui se passe en Cisjordanie. Et c'est totalement lié. Génocide à Gaza, nettoyage ethnique en Cisjordanie. Les mots ont un sens. Amnesty International a très bien démontré qu'il ne s'agissait pas simplement d'un risque de génocide, comme l'avait pointé quand même la Cour internationale de justice au mois de décembre 2023. Il aura fallu le courage de l'Afrique du Sud pour saisir la Cour internationale de justice sur cette question de génocide, pas de la part des grands pays comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, etc., qui se vantent d'être les grands défenseurs des droits de l'homme et des libertés dans le monde. Non, c'est l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, elle sait ce que ça signifie le mot apartheid. Les colons israéliens, c'est le bras armé d'Israël, soutenu par l'armée israélienne. Donc, leur but, leur travail, c'est d'empêcher que les Palestiniens puissent continuer à y vivre. Voyez-en quoi les colons attaquent régulièrement et empêchent les paysans palestiniens de procéder à leur récolte ou à la cueillette de leurs produits. Physiquement, ils les empêchent. Ils font des descentes régulières dans les villages palestiniens où, de temps en temps, ils tuent, mais tout le temps, ils incendient les voitures ou ils incendient des maisons. Bref, il faut régner la terreur. Plus que ça, la colonisation se poursuit dans la Cisjordanie, et cette colonisation ne se fait pas n'importe comment, puisque le cadastre, en réalité, même s'il n'est pas officialisé, le cadastre de chaque colonie, c'est en fait un endroit où il crée un noyau. Les avant-postes sont considérés comme illégaux par le gouvernement israélien, c'est-à-dire que le gouvernement israélien n'a pas dit « Ok, vous pouvez vous installer là ». Mais la vraie réalité, c'est que les avant-postes servent à accélérer le continuum entre toutes les colonies de la Cisjordanie. C'est-à-dire que le cadastre, en fait, fait que là où il y a une colonie officialisée par Israël, la possibilité d'agrandissement est beaucoup plus large, même si c'est vide encore autour. Enfin, ce qui s'appelle vide, c'est-à-dire là où il y a des champs palestiniens. Et au fur et à mesure de l'accroissement naturel, comme ils disent, c'est-à-dire que la population grandit, il y a de plus en plus d'enfants qui font des familles, ça grandit le nombre de constructions, et à un moment donné, ça fait un continuum entre l'ensemble des colonies, et ça crée des grands blocs, comme ça. C'est-à-dire que ça crée en fait des îlots palestiniens à l'intérieur de la Cisjordanie, séparés par l'ensemble de ces colonies. Ils vont même plus loin maintenant, puisque la mise en place de nouvelles routes en Cisjordanie fait qu'en 24 heures, ils peuvent complètement séparer l'ensemble des villages palestiniens les uns des autres par des routes qui sont, c'est aussi pour ça que c'est l'apartheid, ces routes de séparation, ces routes qui sont réservées aux colons. Et aujourd'hui, deux villages palestiniens qui vous pouvez joindre en 15 minutes, il faut maintenant faire des détours, et il faut au minimum 45 minutes pour aller d'un village à l'autre. Et donc, ces routes servent aussi à bloquer tout, puisque les routes des Israéliens passent au-dessus et créent des routes en dessous, sous des ponts, dans lesquels passent les routes palestiniennes. Et donc, ils coupent l'ensemble des choses. Avec Ahmed Kathrada. Ahmed Kathrada, c'était un compagnon de détention de Nelson Mandela. Il est resté 25 ans en prison avec Nelson Mandela à Robben Island. J'étais avec Ahmed, on s'est confronté avec les soldats israéliens, et Ahmed Kathrada me dit après, même nous, en Afrique du Sud, on n'a pas eu ce genre de choses. Quand les paysans ne peuvent plus cultiver,
ne peuvent plus vivre. Les Bédouins, notamment dans la vallée du Jourdain, ne peuvent plus faire paître leurs troupeaux parce qu'ils sont attaqués régulièrement par les colons. Les colons de leur colonie vont créer des avant-postes près des camps de Bédouins ou près des villages palestiniens et créent la zizanie dedans, vont mélanger leurs troupeaux ou même attaquent les Palestiniens et leurs troupeaux, appellent l'armée, accusent les Palestiniens d'avoir volé le bétail, moyennant quoi tout le bétail, les Israéliens disent « Ok, donc ce bétail est aux colons », et ils piquent tous les troupeaux. Je l'ai vu, j'ai vécu. Ils vont même, pour vous donner un exemple, dans la vallée du Jourdain, qui est évidemment particulièrement importante pour Israël, puisque c'est le Jourdain, donc c'est l'eau, c'est pas simplement la frontière avec la Jordanie, c'est évidemment l'eau, donc tout ce qui est eau est particulièrement important dans cette région, c'est plus que le pétrole, l'eau c'est une arme essentielle. Dans la vallée du Jourdain, dans les fameuses zones B dont je vous parlais tout à l'heure, quand les paysans font faire paître leurs troupeaux, ils arrivent en zone B, donc sécurité israélienne, ou des fois passent en zone C. Donc l'armée israélienne intervient, saisit le troupeau, met en prison pour quelque temps l'éleveur ou le berger, et on crée des prisons pour les animaux. Ils mettent les animaux dans des étables qui sont des étables prisons. Et quand le berger ou l'éleveur est libéré, il doit payer le nombre de jours que l'armée israélienne a nourri les animaux en question. Du coup, va se loger l'occupation pour pourrir la vie des gens. Donc on en est là aujourd'hui. Vous voyez qu'en ce moment, il y a une opération israélienne qui est en cours, notamment dans le camp de réfugiés de Jenin. Le camp de réfugiés de Jenin est connu pour sa résistance historique, en fait, à tel point que Yasser Arafat parlait de Jenin en disant Jeningrad. Donc Jenin était connu pour ça, et les camps de réfugiés palestiniens, et c'est pas pour rien, les camps de réfugiés palestiniens sont particulièrement visés par l'armée israélienne, parce que dans les camps de réfugiés, c'est le souvenir de la Nakba, de la catastrophe de 1948, quand les Palestiniens étaient obligés de fuir leur village, et les conditions de vie sont encore pires que... Et donc la révolte, et notamment chez les jeunes, est très très forte. Alors des révoltes, j'ai fait un reportage dans les camps de réfugiés de Toul-Karem au mois d'octobre, je crois, ou novembre. Cette révolte peut prendre différentes formes. Il y a ceux qui sont pour la lutte armée, qui sont avec le Hamas, etc. Mais d'autres qui cherchent et qui essayent d'avoir d'autres formes de résistance. La forme de résistance, ça peut être aussi la culture palestinienne, c'est enseigner l'histoire palestinienne, c'est tout ce genre de choses. C'est beaucoup plus complexe que ce que veulent bien présenter les grands médias, parce qu'il y a des vraies recherches, notamment dans la jeune génération palestinienne, et demain, comment on fait, comment on construit, comment est-ce qu'on arrive à notre État palestinien. Les deux choix qui ont été faits ont échoué. Le choix de la lutte armée au départ, puis le choix de la négociation, de la voie diplomatique, a aussi échoué. Et donc la nouvelle génération palestinienne est dans le cadre de qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que cette rébellion va rester sans horizon? Ou est-ce que cette rébellion, pour reprendre les mots d'Arnaud Spire de l'époque, il ne parlait pas des Palestiniens, mais il parlait des rebelles sans horizon, c'est-à-dire comment construire, à partir de cette rébellion, comment construire une révolution et comment construire quelque chose d'autre. J'ai envie de vous dire qu'à la limite, c'est pas à moi de répondre à cette question, parce que je ne suis pas palestinien. Donc les formes du combat, c'est aux Palestiniens de définir. Et je disais tout à l'heure que la jeune génération se pose cette question-là, effectivement, en voyant ce qui a été fait avant. Et l'échec des deux tentatives, pour aller vite, de la lutte armée et de la lutte pacifique. J'ai posé la question un jour à un jeune Palestinien, qu'est-ce que vous allez faire? Il m'a dit, on peut toujours tenter les deux. Peut-être que oui, parce que, vous voyez, entre la lutte armée du Hamas, qui agit militairement en Israël même, ce que disait Marwan Barghouti, qui lui n'était pas contre la lutte armée, mais il était contre la lutte armée en Israël même et dans les zones civiles. Il était pour la lutte armée,
contre les colons et contre l'armée israélienne. C'est-à-dire, dans les territoires occupés palestiniens, il y a déjà une différence, y compris d'un point de vue du droit. Il faut que les Palestiniens puissent maintenant retrouver, c'est pour ça que l'importance de l'unité. Parce que si c'est qu'une seule organisation comme le Hamas qui impose sa stratégie, quoi qu'on en pense, mais qui impose sa stratégie, et elle peut d'autant plus facilement qu'il y a un vide total de l'autre côté. Il y a une opération israélienne dans le camp de réfugiés de Jenin, mais il y a 10 jours, c'est l'autorité palestinienne qui a fait une opération militaire contre ce même camp de réfugiés de Jenin. Donc les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de cette autorité palestinienne qui envoie sa police contre les jeunes? Moi, c'est des jeunes des groupes armés à Jenin, dans le camp de réfugiés, je les ai déjà rencontrés. Je suis rentré il y a 2 ans. Bien sûr, ils préféreraient ne pas mourir, mais ils préféreraient vivre aussi dans la dignité. Et qu'ils me disent, ils savent très bien qu'avec les quelques armes qu'ils ont, ils ne vont pas défier la meilleure armée de la région, une des meilleures armées du monde, ils le savent pertinemment. Ils m'ont dit, donc je leur ai dit ça, on a parlé franchement. Et ils me disent, non mais on veut juste leur montrer qu'ils ne peuvent pas rentrer comme ça chez nous de manière aussi facile. Dans les camps de la Toul-Karen, pareil, j'ai vu des jeunes qui faisaient partie des groupes armés. Et d'autres qui n'en faisaient pas partie. C'est pas pour autant qu'ils se parlaient pas d'ailleurs. Ils se parlaient, mais il y a besoin qu'ils redéfinissent eux, que le peuple palestinien redéfinisse quelque chose pour demain sur les façons de faire. J'étais à l'université du Birzeit, qui est la grande université à côté de Ramallah, où Marwan Margouti était d'ailleurs étudiant et dirigeant étudiant à l'époque, notamment pour la première intifada. Et c'était étonnant ce qu'a provoqué Gaza en fait, ce qui s'est passé à Gaza. Pas l'attaque du Hamas, mais la réplique israélienne. Parce qu'ils sont arrivés à faire en sorte, en fait, les Israéliens, les accords d'Oslo et les pays occidentaux, faire en sorte que Ramallah, c'est presque un havre de paix, en fait. Il y a de temps en temps des incursions israéliennes, mais c'est pas... Il y a eu plein d'argent qui a été investi, il y a plein d'immeubles qui ont été construits. Si vous aviez vu Ramallah il y a 30 ans, et vous voyez Ramallah maintenant, on dirait un village qui est devenu une métropole internationale. C'est incroyable. Donc il y a de l'argent qui a été mis, pourquoi? Pour faire croire que Ramallah c'était une capitale palestinienne, pour faire oublier Jérusalem. Et donc à Birzeit, quand je suis allé à Birzeit au mois d'octobre, à l'université, j'ai rencontré des étudiants et des étudiantes, qui ont quasiment tous, alors il y a ceux qui étaient vraiment impliqués dans la bataille, qui étaient très politisés, mais d'autres, on dit, on pensait être notre grande préoccupation et la chose la plus importante de notre vie, donc on s'aperçoit que c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, c'est dérisoire. Et le vrai problème, c'est notre combat pour un État palestinien. Ils ont retrouvé ce truc-là, ça veut dire qu'ils l'avaient oublié. Gaza a provoqué aussi quelque chose de nouveau, et ça va obligatoirement créer quelque chose à la réflexion, et d'où l'importance, encore une fois, de ne pas laisser le Hamas tout seul dans son coin développer ses trucs, en plus très religieux, etc. Et donc, parce qu'à terme, évidemment que le but du Hamas, ça va être un État islamique. C'est un des éléments de la résistance, et c'est pour ça qu'il est important que dans cette unité-là, il fasse surgir ce qui est le vraiment représentatif du peuple palestinien. Ce sera beaucoup plus important, c'est aussi un moyen politique de se battre contre l'objectif final du Hamas. Mais dans le cadre palestinien, pas dans le cadre nous sommes tous contre le Hamas. Et sur Marwan Barghouti, quand ils ont arrêté Marwan, moi je l'avais interviewé plusieurs fois avant, et donc ils l'ont arrêté. Je pense qu'ils avaient pu le tuer, ils l'auraient tué. Là, ça fait 22 ans, ça va faire 23 ans au mois d'avril qu'il est en prison. 23 ans qu'il est en prison. Il a gardé tout son aura chez les Palestiniens. Après, dans quel état il va sortir, ça c'est malheureusement une autre question. Ce qu'on sait en l'état, c'est que dans cette première phase, dans le cadre des accords, première phase de 6 semaines, avec la libération de 33 Israéliens et de 900 Palestiniens. Deuxième phase, sortiront ceux qui ont plus de 15 ans de prison et qui ont plus de 60 ans. Donc, a priori, Marwan Margouti et Ahmed Saadat, le secrétaire général du Front Populaire de Libération de la Palestine, FPLP, Marwan et Ahmed doivent faire partie de l'échange. Mais, Israël a déjà dit que ceux qui avaient été condamnés, qui ont du crime, du sang,
sur les mains, ne serait pas autorisé à rentrer en Cisjordanie et serait banni. Ça peut dire, ça peut être en Turquie, ça peut être en Jordanie, ça peut être... L'autodétermination des peuples, ça nécessite la conscience politique, ça est long, mais ça nécessite surtout des organisations politiques pour mener le combat pour l'autodétermination. Le problème des Palestiniens aujourd'hui, c'est de retrouver une organisation qui va vraiment se battre sur l'autodétermination, c'est-à-dire une nouvelle organisation de libération de la Palestine. Et cette nouvelle organisation de libération de la Palestine doit sanctifier l'unité des Palestiniens. Les Palestiniens souffrent aujourd'hui de leur division géographique et division politique. Les représentants de la gauche palestinienne au sein de l'OLP, d'ouvrir l'OLP au Hamas et au djihad islamique. De faire en sorte que le Hamas rentre enfin dans l'organisation de libération de la Palestine, avec évidemment des conditions, c'est-à-dire les conditions, c'est celle de la politique de l'OLP, qui est de ne pas laisser simplement le Hamas tout seul, et considéré comme étant le seul représentant du peuple palestinien, le seul qui mène la bataille. Que l'OLP n'a plus joué son rôle depuis des années, c'est que c'est l'autorité palestinienne qui a pris le dessus. Mahmoud Abbas, il est président de l'autorité palestinienne, il est président de l'OLP, il est président du Fatah. Et il est censé être président de l'État palestinien. Beaucoup, et donc on ne sait plus quelle casquette il met, quelle casquette il enlève quand il parle. Je pense que c'est important que le Hamas et le djihad islamique entrent dans l'OLP pour qu'il y ait cette unité qui est une unité qui est basée sur la fin de l'occupation et la fin de la colonisation, et pour la création d'un État palestinien. Et qu'à l'intérieur de cette OLP, avec l'ensemble de la représentation politique, mais aussi de personnalités palestiniennes, etc., il y a un combat politique pour savoir quel sera cet État palestinien de demain. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour les Palestiniens, y compris pour les Palestiniens ou pour nous qui soutenons la lutte du peuple palestinien, pour un État de Palestine démocratique, indépendant et je rajouterai laïque, plutôt que d'avoir une OLP totalement affaiblie et un Hamas qui passe pour étant la seule organisation qui résiste à Israël. Et le dernier contact entre l'ensemble des organisations palestiniennes qui ont signé un texte commun s'est déroulé à Pékin. Lénine disait qu'il ne fallait jamais sous-estimer son ennemi, donc il ne faut pas sous-estimer du tout Netanyahou, il est particulièrement intelligent. Je pense que sa force, c'était de savoir intégrer son propre projet dans le projet américain global de la région. C'est-à-dire qu'il a dit aux Américains, moi si vous me laissez faire, vous allez voir que ce que je fais moi pour Israël, donc ce qu'il fait c'est quoi? C'est annexion, ce qu'il veut maintenant c'est l'annexion de la Cisjordanie. Gaza, en réalité, Gaza c'est une bande de sable. Évidemment que là il s'oppose un peu aux Américains sur le fait qu'est-ce qui va se passer à Gaza demain. Les Américains, en tout cas jusqu'à l'administration Biden, disaient on veut que ce soit géré par une autorité palestinienne renouvelée. Je ne sais pas ce qu'ils appellent renouvelée, je pense que c'est sans Mahmoud Abbas qui va avoir 90 ans cette année, mais politiquement je ne comprends pas, je ne sais pas très bien ce qu'ils veulent dire, mais même pour Netanyahou c'est trop. Donc Netanyahou, lui, ce qu'il voudrait, c'est revenir à une bande de Gaza avec des potentats locaux dans différentes zones, de manière clanique, qui dirigent, et donc, en réalité, l'oubli et du droit au retour des réfugiés palestiniens et de la création d'un État palestinien. Donc simplement gérer la bande de Gaza avec des chefs de clan, en quelque sorte. Donc là, ça va être intéressant, parce que, ok, Trump c'est son copain, déjà il a été obligé de dire oui, je fais un cessez-le-feu, parce que l'autre il a quand même mis la pression, et il n'est pas évident qu'il puisse résister si les intérêts américains de Trump diffèrent de ceux d'Israël. Quand les Américains, avant les accords d'Oslo, quand il y a eu la conférence de Madrid par exemple, les Israéliens ne voulaient pas de la conférence de Madrid, ne voulaient pas discuter avec les Palestiniens. C'est les Américains qui ont forcé, par des menaces, y compris de suspension financière. Donc, pourquoi, quand ils veulent, c'est possible, ils ont forcé les Israéliens à. D'autant plus que vous savez que le projet de Trump, qui est comme tous les derniers gouvernements américains, le but ultime, ce n'est plus le Moyen-Orient, le but ultime, c'est évidemment la guerre économique avec la Chine. Les États-Unis ont besoin d'une stabilisation du Moyen-Orient.
ils ont besoin que la question énergétique qui les concerne moins qu'auparavant, qu'avec le fractage aujourd'hui, les Américains sont indépendants d'un point de vue énergétique. Donc la question, c'est plus comme avant, qu'ils dépendraient de la fourniture par l'Arabie Saoudite, etc., du pétrole. Mais ils ont besoin d'une stabilité. Parce que si eux sont indépendants, ce n'est pas le cas de tous les pays, et donc la maîtrise des questions énergétiques du Moyen-Orient, c'est très important. Ça l'est d'autant plus que le sommet du G20 en Inde, et à l'issue de ce sommet du G20, une déclaration de Biden y était, une déclaration qui est faite par Ursula von der Leyen, de la Commission européenne, et qui dit, voilà, on a défini maintenant les nouvelles routes énergétiques, puisque la question qui était posée, c'était comment ne plus dépendre du gaz russe, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et ces nouvelles voies passent par Israël. La guerre de Gaza, elle n'est pas très loin de tout ça, et pas très loin de tout ça aussi le fait que les deux seuls ports encore capables d'absorber cet apport énergétique et de nouvelles voies, y compris commerciales, pas simplement énergétiques, les deux seuls ports vraiment en activité, c'est les deux ports israéliens, de Haïfa et de Ashkelon, ou de Ashdod. Après, à l'Assemblée générale de l'ONU, Netanyahou prend la parole et dit « Je vais vous montrer ce qu'est le nouveau Moyen-Orient ». Et il sort une carte. Il sort une carte du Moyen-Orient dans laquelle il n'y a pas la Palestine, il n'y a qu'Israël. Il sort un feutre et il trace une grande ligne qui part des pays du Golfe, qui passe par Israël et qui va vers l'Europe. Et le projet, c'est évidemment celui-là. Il est d'autant plus important que la Chine a aussi un projet qui s'appelle les nouvelles routes de la soie. Oui. De la soie qui ne passe pas exactement par les mêmes canaux, ou par les mêmes pipelines, ou par les mêmes gazoducs, qui passe, lui, par des pays, vous allez les reconnaître, qui est censé passer par l'Iran, l'Irak et la Syrie. Le projet américain n'est pas de dire l'Iran c'est des méchants parce qu'ils obligent les femmes à se voiler. Les États-Unis n'en ont strictement rien à faire. Autrement, qu'est-ce qu'ils feraient avec l'Arabie Saoudite? C'est pas ça le problème des Américains. Ils s'en fichent complètement qu'il y ait la peine de mort. Le problème des Américains, c'est d'avoir des pays, des États, qui aillent dans le même sens qu'eux. Netanyahou a montré que lui, avec son projet, qu'est-ce qu'il va faire au Liban? Il va attaquer le Hezbollah. Le Hezbollah qui est un allié de l'Iran. Et le grand Satan. Voilà où on en est aujourd'hui avec l'Irak qui n'est pas quand même dans des très très bonnes conditions, d'autant plus qu'ils sont très divisés entre la question iranienne et la question américaine, et puisqu'il y a aussi des troupes américaines qui sont là. La question kurde qui se pose au nord de la Syrie, mais qui se pose aussi en Irak. Un certain nombre de questions qui se posent pour la région, sur lesquelles des scénarios sont possibles. On va voir exactement ce que Trump veut faire, on le sait, sur la normalisation avec l'Arabie Saoudite, puisque c'est les accords d'Abraham qu'il avait commencé à mettre en œuvre lors de son premier mandat, qui n'avait pas abouti avec l'Arabie Saoudite, mais déjà le Maroc, le Soudan, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis ont déjà signé l'accord de normalisation avec Israël. Évidemment, l'Arabie Saoudite, qui a sur ses terres les lieux saints essentiels de l'islam, c'est la cerise sur le gâteau. C'est d'autant plus la cerise sur le gâteau que ça redonnerait, alors que l'Arabie Saoudite, ces dernières années, avait détourné un peu sa tête des États-Unis et s'était plus tourné vers la Chine et vers d'autres arrangements possibles, y compris en demandant son adhésion au BRICS, une émergence de ce qu'on appelle le Sud global. L'Arabie Saoudite s'est retournée vers les États-Unis maintenant, avec l'idée qu'avec Trump et cette normalisation possible, l'Arabie Saoudite, jusqu'à la guerre maintenant à Gaza, a toujours dit normalisation que si un État palestinien, parce que de toute façon l'Arabie Saoudite ne pouvait pas dire autre chose pendant cette guerre, sauf à ce que le prince héritier soit lynché directement par son propre peuple, se tourne vers ça, parce que la question maintenant qui est posée dans la région, c'est qui va être le leadership de la région. Est-ce que ça va être, d'un point de vue sunnite, l'Arabie Saoudite ou la Turquie, ou est-ce que l'Iran, en tant que chiite, va pouvoir diriger les choses, puisque la place avait été laissée vacante
après l'éviction de Saddam Hussein, après la guerre de 2003. La stratégie de Trump, je pense qu'elle commence à apparaître assez clairement, mais les États-Unis, c'est quand même un certain pragmatisme. Et puis, Trump, il est là depuis avant-hier, en réalité. Parce qu'entre ses promesses de campagne, vous voyez, il avait dit qu'en 24 heures, il allait régler la question de la guerre en Ukraine. Maintenant, ils disent il faudra 6 mois. Bon, donc on va voir de quelle manière ils vont agir. Il est très attaché à Israël, comme tout, mais il y a un lobby pro-israélien. L'histoire des Blancs américains ressemble aussi beaucoup à ce qui s'est passé en Israël, notamment la colonisation des terres, le fait de dire qu'il n'y a pas de peuple sur la terre, ce qu'ils ont fait avec les Natifs américains, avec les Amérindiens. Ça se ressemble beaucoup, et je sais, c'est de Michel Warshawski, qui est un militant progressiste et israélien qui vit à Jérusalem, dont le père était grand rabbin de la synagogue de Strasbourg d'ailleurs. Michel il disait toujours, mais c'est facile avec les Américains, parce que ils se comprennent tout de suite, on se comprend tout de suite. Il n'est pas certain que ça veuille dire que les États-Unis vont défendre à tout bout de champ Israël pour tout. Parce que les intérêts nationaux peuvent ne pas toujours être les mêmes. Par exemple, Netanyahou, comme quasiment tout le monde en Israël, a dit que le principal ennemi c'était l'Iran, que l'Iran voulait détruire Israël. Donc en fait, Netanyahou, ce qu'il rêve, c'est de faire la guerre à l'Iran. Mais ce n'est pas certain que Trump lui donne le feu vert, en réalité. Mais je pense que pour l'instant, il n'en a pas besoin et qu'il ne va pas lui donner le feu vert. Trump a fait sortir les États-Unis, vous savez, du fameux accord sur le nucléaire iranien. Mais là, en réalité, il est en train de réfléchir à la signature d'un nouvel accord. Parce qu'il veut un accord, et il veut forcer les Iraniens. Une fois que les Iraniens ont signé un nouvel accord, ça va créer une stabilité, en réalité. Alors, la tension, elle va être sur quel type d'accord. Ils veulent que soient inclus dans l'accord des choses beaucoup plus drastiques par rapport au nucléaire, mais également la question des armes à moyenne portée iraniennes et la question de l'attitude iranienne dans la région. Et là, il sent bien que, avec ce qui s'est passé en Syrie, avec l'affaiblissement du Hezbollah, il comprend bien que l'Iran est aujourd'hui affaibli et en tout cas isolé, va devoir accepter un certain nombre de choses sur la signature d'un nouveau traité. Ce qui permettra à Trump de montrer, vous voyez, moi je ne veux pas de guerre, vous voyez bien que je signe un nouveau traité avec l'Iran, moyennant quoi il aura mis un peu plus à genoux l'Iran, qui ne pourra pas refuser ça. L'affaiblissement du Hezbollah a immédiatement, et la chute du clan Assad, a créé une nouvelle donne politique au Liban. Le Hezbollah n'est pas éliminé, le Hezbollah existe toujours, mais le Hezbollah est affaibli. Et donc, politiquement, ils ont été pour survivre et pour empêcher ça. Vous savez comment c'est en politique. Il vaut mieux lâcher quelque chose plutôt que de disparaître. Au Liban, comme c'est un pays qui vit sous un régime confessionnel, le président de la République il est un maronite, le Premier ministre est un sunnite, et le président du Parlement est un chiite. Ils ont été obligés de lâcher sur la question du président de la République, celui qui vient d'être élu, Joseph Aoun, qui était le chef de l'état-major de l'armée libanaise jusque-là, a été élu avec l'accord de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. L'Arabie Saoudite, dont je parlais tout à l'heure, qui refait son entrée majestueusement au Liban, comme elle l'était quand Rafik Hariri était Premier ministre. Et donc le cessez-le-feu qui a été signé, qui va normalement se terminer le 26 janvier prochain entre Israël et le Hezbollah, normalement Israël doit se retirer du sud-Liban, devrait notamment aussi arrêter ces violations de l'espace aérien et de l'espace maritime libanais, ce qu'il n'arrête pas de faire, et le Hezbollah doit se retirer au nord du fleuve Litani, donc à 30 km en gros de la frontière israélienne. Mais donc dans le cadre de la résolution 1701 de l'ONU qui avait été votée à l'issue de la guerre de 2006, il faudrait la mise en place, la mise en œuvre aussi d'une autre résolution qui avait été votée auparavant, qui était sur le désarmement de toutes les milices libanaises, dont le Hezbollah évidemment. Sous prétexte qu'il n'y a que l'armée libanaise qui doit avoir les armes et qui doit contrôler l'Élysée. Un président de la République qui était ancien chef d'état-major, ça ne vient pas du hasard. La libanaise, est censée s'installer dans le sud-Liban, mais ça pousse
très fort pour que l'autre résolution sur le désarmement total du Hezbollah, parce que ce n'est pas des milices, c'est celle du Hezbollah, soit aussi mise en application. Et donc je pense que dans les négociations qui ont eu lieu entre le Hezbollah et pas seulement, avec aussi notre organisation chiite libanaise, Amal, dont le chef est président du Parlement, Nabi Berri, dans les négociations, je pense qu'il y a eu ça, sur l'histoire de garder les armes du Hezbollah, et ça peut péter très facilement. L'occasion de l'assassinat de quelqu'un, j'ai vu que récemment un dirigeant du Hezbollah, hier, un dirigeant du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa a été assassiné aussi devant chez lui. Donc tout ça est très fragile, comme à Gaza. Et donc les Américains entendent bien s'appuyer aussi sur le Liban pour imposer leur vue dans la région. Le problème, il est la question de l'occupation israélienne dans la région. Le Liban a quand même assez souffert de l'occupation israélienne lui-même comme pays, de l'occupation israélienne directement. Il a subi les massacres de Sabra et Shatila. Il y a des millions de réfugiés palestiniens qui vivent au Liban et qui ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Donc la question palestinienne, c'est une question qui est posée directement au Liban, d'autant plus qu'ils sont frontaliers. Et quand on reproche au Hezbollah son combat, mais moi j'ai fait la guerre en 2006, j'étais basé dans le sud, j'étais basé à Tyr en Liban. Mais c'est pas les soldats libanais qui se sont battus contre l'armée israélienne. Donc l'idée de cette résolution de il faut désarmer le Hezbollah, en fait, c'est un peu vicieux de la poser de cette manière-là. Parce que la réalité, c'est quelle volonté politique il y a d'empêcher Israël de faire ce qu'il veut dans la région. Netanyahou, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque au sud Liban. Nasrallah, le chef du Hezbollah, donc il affaiblit le Hezbollah, il n'a pas détruit le Hezbollah, mais comme il ne détruira pas le Hamas d'ailleurs, donc il n'arrivera jamais à ses objectifs déclarés. C'est juste un truc qui permet, c'est un peu comme l'horizon, quoi. Plus on s'en approche, plus ça s'éloigne. C'est exactement ce qui convient à Netanyahou pour pouvoir continuer la guerre. Parce qu'il ne détruira jamais le Hamas. Il le sait pertinemment. Donc il affaiblit le Hezbollah. Dans le même temps, sur le prétexte de taper le Hezbollah, il frappe les positions du Hezbollah en Syrie. Et il frappe aussi les positions iraniennes en Syrie. Ce qui ouvre la voie aux djihadistes qui sont dans la région d'Idlib au nord pour lancer une offensive. Une offensive qui gagne, mais Israël, donc, non seulement ouvert la voie à ça, mais en plus a avancé, puisque Israël occupe, vous savez, une partie du plateau du Golan depuis 67, et là a avancé encore plus en territoire syrien. Parce que le numéro 1 du pouvoir aujourd'hui en Syrie, Boudjoulani, qui a repris son vrai nom Ahmed, était Al-Qaïda, Daesh. On fait comme si il avait changé d'étiquette, qu'il était un mec très bien aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans les premiers temps, moi j'étais en Syrie là au mois de décembre, je pense qu'ils cachent très bien leur jeu pour installer un régime islamique et qui n'entend absolument pas s'attaquer à Israël, n'entend absolument pas essayer de reprendre les territoires qu'Israël occupe aujourd'hui. Donc ça crée une nouvelle condition, en tout cas une Syrie qui n'est plus dans l'axe de la résistance avec les Iraniens, et une Syrie qui va s'aligner totalement sur la politique américaine dans la région. Lui, dans un combat, on peut parler des Kurdes aussi. Les Kurdes, c'est compliqué parce qu'il y a le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, donc en Turquie. Il y a ce que les médias appellent la branche PKK en Syrie, ce qui est complètement faux. Le Parti démocratique du Kurdistan, le PYD, et les branches armées qui se sont battues. Moi, j'étais à Kobané, moi, avec les YPG, donc les unités de défense kurdes, contre Daesh, qui ont infligé les premières défaites à Daesh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et avec le projet qu'ils portent d'égalité entre hommes et femmes, entre l'ensemble des communautés et l'ensemble des religions, je pense que c'est une des solutions pour le Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, ils sont combattus, ils sont moins combattus en tant que Kurdes qu'en tant qu'organisation progressiste représentant un nouveau projet pour le Moyen-Orient. Sur la résolution
des dernières résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, votées en septembre 2024, qui mérite peut-être commentaire, et ça a complètement à voir avec les questions qui étaient posées sur l'autodétermination du peuple palestinien. Alors, pour faire court, un certain nombre d'États membres de l'ONU avaient saisi la Cour internationale de justice, posant la question de savoir quelles étaient les incidences de l'occupation prolongée d'Israël dans les territoires occupés. La Cour internationale de justice a donné son avis en juillet 2024, et qui est un avis très clair pour dire haut et clair le droit et rappeler que la colonisation et l'occupation d'Israël dans les territoires occupés est illégale, premièrement. Deuxièmement, Israël doit, dans les meilleurs délais, se retirer des territoires occupés. Et pourquoi? Parce que l'argumentation est de dire que tout ce qu'a fait Israël dans les territoires occupés, alors je rappelle la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza, qui est bien un territoire occupé par Israël. Tout ce qu'a fait Israël, à savoir transfert de population, ce qui est illégal, qui est un crime contre l'humanité, en faisant venir maintenant, il y a, je crois, 800 000 colons, le vol des ressources, la pollution, le changement démographique, en inversant le rapport entre arabes, comme les sionistes, ils ne disent pas palestiniens, et les colons juifs, plein de facteurs qui ont compromis la possibilité des Palestiniens à envisager la construction d'un État tel que les résolutions l'ont prévu. Donc, à empêcher, à compromis les capacités à ce peuple de s'autodéterminer. Voilà ce qui a été dit par la Cour internationale de justice, et cet avis a été repris ensuite par l'Assemblée générale de l'ONU, et il y a eu un vote le 18 septembre 2024, largement, enfin presque à l'unanimité des États membres, dont 13 États membres qui font partie de l'Union européenne, dont la France, qui a été beaucoup plus loin en disant Israël, d'ici un an, doit se retirer du territoire occupé. Et elle précise comment, pourquoi, comment, et quelles sont les sanctions qui doivent être prises, etc. Donc je pense que c'est cette résolution qui est très importante, qui n'est pas passée sous les radars, et dont on doit s'emparer pour rappeler au gouvernement, à commencer par le nôtre, la France, ce qu'elle doit faire dès maintenant pour empêcher le développement, non seulement empêcher le développement de la colonisation, mais pousser, obliger Israël à sortir de là, à retirer ses colons, dont les colons des ressortissants français, prendre des sanctions d'ordre diplomatique, économique, embargo sur les armes, etc., etc. Tout cela est précisé, noir sur blanc, et nous, en tant qu'association AFPS et d'autres, on a bien l'intention de se saisir de cette résolution pour rappeler à l'État français ses obligations. Ça a à voir avec l'autodétermination du peuple palestinien. Un autre élément sur l'autodétermination du peuple palestinien, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous, c'est ce que nous avons dénoncé et qu'il faut continuer de dénoncer, c'est le régime d'apartheid qu'Israël a mis en place dès 1948 et qui a consisté à tout faire pour fragmenter le peuple palestinien. Parce qu'on a beaucoup parlé des Palestiniens, et avec raison, des Palestiniens de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, de Jérusalem. On a parlé un peu des réfugiés palestiniens au Liban. Il y en a aussi 500 000 en Syrie, en Jordanie. Tout ce peuple a été fragmenté. Et comment peut-il s'auto-déterminer, choisir, discuter, débattre, faire des propositions, avoir des positions qui divergent, comme chez nous, avec des organisations politiques, mais pas que, des associations qui réfléchissent à son avenir. Comment peuvent-ils faire s'ils sont fragmentés, isolés délibérément? C'est bien pour ça qu'Israël
entretenu ce système d'apartheid, c'est pour empêcher que le peuple palestinien dans son entier puisse s'autodéterminer. Et nous devons dénoncer ce régime d'apartheid plus que jamais.